Cliquez. Craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Bonjour Fabienne, comment il est? La même Yann et toi? Super. Aujourd'hui, direction le musée du Frac à Saint-Leu pour une exposition qui documente avec force et délicatesse les identités queer créoles. Elle s'appelle Queer Nous Existe et elle est signée par Raya Martini et Édouard Richard, que j'ai eu la chance d'avoir à mon micro ici à La Réunion. Il s'agit d'un projet artistique fascinant centré autour d'une série de portraits qui a été présentée à Paris même, aux Tuileries, et qui fait dialoguer récits intimes et mémoire collective. Oui, et on va entendre aussi Raya, que je considère comme une icône réunionnaise, une muse et une créatrice qui nous parle de son parcours super inspirant. Du Sud sauvage au podium de Jean-Paul Gaultier. Dans cet épisode, on parle d'art, mais aussi de tendresse, du besoin de transmettre et surtout de ne plus laisser d'autres écrire nos histoires à notre place. Oui, bref, on vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute à toutes. Hello Raya, hello Edouard, Salut. comment il est? Hello, on est là. Alors, vous êtes arrivés la semaine dernière à La Réunion et justement, si vous deviez vous présenter chacune à votre voisin d'avion, qu'est-ce que vous diriez? Que je m'appelle Edouard, que je suis photographe et réalisateur documentaire et que je suis en route pour présenter un des plus beaux projets qu'on ait fait. Très bien. Et toi, Raya? Moi, je dirais que je suis photographe, que je suis actrice et que je suis mannequin et que je parle beaucoup. Donc, si on doit partager un siège à côté de moi, les oreilles risquent de sonner un peu. Les 12 heures ne seront peut-être pas suffisantes. Pour Pour tout vous exprimer. connaître, exactement. Des choses. Eh bien, bienvenue à La Réunion. Merci. Du coup, bienvenue dans Bas de Carré. Moi, je suis très content de vous avoir au micro, puisque ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'avais envie notamment de t'avoir à notre micro, Raya, en tant que représentante de La Réunion en France et dans le monde entier. Et aujourd'hui, on se rencontre plus précisément autour d'un événement. Donc, Queer Nous Existe, c'est une exposition photographique qui est née à La Réunion, qui a été exposée à Paris et qui revient aujourd'hui à la maison. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça installé ici, du coup? J'ai rêvé d'avoir ce projet toute mon enfance, d'avoir ces modèles de représentation, d'avoir ces images qui représentent le territoire, qui représentent le métissage, qui représentent tout ça. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait beaucoup de bien. Ça répare beaucoup de choses en moi, mais aussi en beaucoup de personnes de façon intergénérationnelle. Et comment est née cette collaboration, du coup, entre vous deux? Et pourquoi ce projet à ce moment-là? Et c'est quoi la genèse du projet? Quand est-ce que vous avez commencé à... La genèse du projet, Raya et moi, on se rencontre en 2020, juste après le premier confinement. Bon, on s'entend très bien, très vite. On passe beaucoup de temps ensemble et arrivé octobre 2020, le gouvernement français annonce un deuxième confinement en Hexagone. Et Raya me dit, j'ai envie de retourner sur mon île, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Voilà, moi je connaissais pas du tout la Réunion. Le peu d'informations qui arrivent jusqu'à l'Hexagone, toujours un petit peu centré autour des histoires de tourisme ou de vacances ou de ce qui arrive aux gens de l'Hexagone une fois qu'ils sont sur l'île, mais j'avais très peu d'images. En fait, on a très peu d'images, à moins d'aller le chercher et que ce soit quelque chose auquel on s'intéresse. On a très peu d'images de la Réunion, donc on a embarqué, on a pris l'avion un peu rapidement. Et arrivé sur l'île, on a connecté avec la génération en dessous. C'était les débuts de Requeer, Brandon Gerkara, Yannick, Ismaël. Et Raya est invité à une table ronde Requeer sur justement la diaspora réunionnaise. Et on se rend compte qu'il y a une volonté de revenir de beaucoup de personnes queer pour apporter le voguing, pour organiser la première marche, etc. Du coup, on s'était dit que c'était le bon moment pour commencer à documenter et enregistrer ce mouvement qui partait un petit peu dans tous les sens, mais qui était super motivé et puis qui souhaitait combler un manque quand même sur l'île. Je crois qu'il y avait quand même un gros manque, un retard par rapport à toutes ces questions-là. Un manque de représentation, du coup? De représentation, d'écoute aussi, surtout des autres, parce que les personnes queer ont toujours été là. Je pense que c'est la société réunionnaise qui n'était pas prête à les voir ni à les écouter. Et je crois que le Brandon, Requeer et toute cette équipe-là ont trouvé le bon moyen au bon moment de le faire. Et nous, on est arrivé par-dessus en se disant on va apporter un projet artistique par-dessus ça, quoi. Et ça s'est fait du coup pendant 5 ans. On revient tous les ans, un mois ou deux.
pour que Raya puisse voir la famille, pour qu'on puisse profiter de l'île, parce que moi je suis tombé très vite amoureux quand même. Normal. Et voilà, donc à chaque fois qu'on est là, on continue les shootings, on retrouve plus de monde, les gens commencent à le savoir, donc ça a été plus facile d'année en année aussi, tu vois, de Première convaincre photo les gens. 2020. Première photo, chez Inara dans l'eau à Saint-Gilles. Ouais. 2020. Et dernière photo 2024 2025. 2025, Ouais. ok. Cette année, juste avant l'ouverture de l'exposition ou- Non, en janvier dernier. Ok. L'intention de départ, du coup, c'était représentation. Et dès le début, vous avez pensé à que ce serait exposé ou vous l'avez d'abord fait pour autre chose? On n'a pas vraiment pensé à un but final quand on a commencé à photographier. C'était vraiment juste l'idée de faire et d'archiver un maximum les visages qui représentent la Réunion. Donc on avait vraiment envie d'archiver au maximum et de documenter ce qui était en train de se passer sur l'île. Donc pas d'envie particulière de créer une exposition, de se mettre en avant en tant qu'artiste en premier lieu. Et ça s'est fait au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'était presque un geste militant au début de documenter, garder, marquer dans le temps. En fait, on s'est rendu compte aussi que ce qui était très nourrissant pour nous artistiquement et pour les gens avec qui on travaillait, c'était les shootings en eux-mêmes, quoi. Organiser des shootings, réunir les gens, les emmener se balader. On a été à Salazie, on a été dans plein d'endroits et puis débarquer à 7, 10, 15 queers dans un endroit, reprendre un petit peu l'espace, le contrôle de cet espace public à un moment donné, ça nous nourrissait vachement. Et c'est vrai que la question du résultat final, elle est venue que l'année dernière quand Alban Seno et Théo Fontaine nous ont approchés pour nous proposer d'exposer ça dans le cadre de la saison France-Brésil et de faire un pont entre le Brésil et la Réunion. Qui sont du coup Alban et... Alban et Théo. Alban, c'est le producteur de l'exposition et Théo Fontaine, c'est l'agent de Raya, attaché de presse et coproducteur aussi, on peut le dire, vu tout ce qu'il fait pour nous sur l'exposition. Ok. Du coup, dans l'expo, j'ai vu quelques images. Pourquoi vous avez choisi de photographier en extérieur essentiellement? Et est-ce qu'il y a un lien entre les paysages de la Réunion et les identités représentées du coup? On a clairement choisi de photographier en extérieur parce que je trouve que la représentation des personnes LGBTQIA+, est toujours faite de façon similaire, dans des safe spaces, en intérieur, dans un lit, en soirée, la nuit, dans un club. C'est toujours ça qui ressort et on a vraiment essayé de sortir de tout ça et de se réapproprier le territoire, les paysages et la nature. Je trouve que c'est ce qui répond le plus à nos existences. Et c'est vrai qu'en termes de choix esthétiques, on a souvent... réfléchi à, par exemple, les roches volcaniques qui rappellent vachement, je trouve, avec les brillances, la peau, parfois, certains types de peau, etc. Donc, on a essayé vraiment de fondre les personnes dans le paysage au maximum pour que l'histoire soit qu'une. C'est-à-dire que le paysage était là pour accompagner la personne photographiée. Ça reste des portraits. Ça reste des portraits. Ça reste des portraits, mais je crois que, ouais, comme dit Raya, il y avait une triple volonté à l'extérieur. Il y avait de pas retomber dans la représentation habituelle. Il y avait aussi de reprendre l'espace public, comme je te disais tout à l'heure, de pendant les shootings, d'être en extérieur dans des lieux aussi parfois très touristiques de l'île qu'on ne reconnaît pas du tout sur les photos. Mais on a fait des photos à l'étang salé, on a fait des photos à Salazie, on en a fait à la Souris Chaude. Peut-être moins touristique, mais moins touristique, quand même, du passage. Il y avait la volonté d'arriver dans ces endroits-là et puis de se les réapproprier un petit peu aussi pour nos sujets. Et je crois que là, c'était à nous aussi qu'on voulait mettre un challenge, c'était de ne pas tomber dans le carte postale et de se servir de ces décors, de ces lieux emblématiques, en trouvant le petit twist qui permet d'en sortir, qui permet tout en y étant. Tu vois, il y avait vraiment un truc de... Et parce que aussi, les gens qu'on a photographiés, et moi je trouve les Réunionnais en général, et cette jeunesse-là, comparée aux personnes avec qui j'ai grandi en métropole, ou la jeunesse parisienne, ou moi je viens pas de Paris, mais même à la campagne, on n'a pas cet attachement à la terre. On n'a pas cet attachement à la nature. On n'a pas on parlait de Sanji avant l'émission. Sanji, tu vas pas le photographier en appartement. Il y avait aussi la volonté de mailler ces identités avec le territoire qu'ils aiment et qu'ils portent dans leur cœur. Et que je trouve très beau, moi, dans la jeunesse réunionnaise, c'est ça, tu vois. C'est cet amour et cette attache à la terre, quelque chose de vraiment sensible et beau. Donc, pas envie d'aller faire des photos en intérieur, quoi. Du coup, quand j'ai lu, il y a le communiqué de presse et aussi la presse qui a déjà parlé de l'exposition en Europe et à Paris notamment. Il y a un mot qui revient souvent, qui moi m'a marqué, parce que c'est le mot que je ressens aussi quand je vois tout ça. C'est le mot de tendresse. Donc pourquoi ce mot est important dans ce projet pour vous? S'il est important. Ce projet, c'est quelque chose d'assez personnel et on y apporte beaucoup de tendresse du coup. Je pense que ça a été quelque chose de personnel pour moi de le réaliser avec Edouard. Et la tendresse, c'est parce que ça a fédéré beaucoup de tendresse, tout simplement.
Je pense que ça se voit au niveau des images et aussi la façon dont on a emmené les personnes à être photographiées, ça a été toujours fait de façon très tendre, c'est-à-dire qu'on les laisse vraiment s'approprier l'espace, de se sentir très très proche d'eux-mêmes et ça se ressent à travers leur regard, à travers leurs expressions faciales qui sont vraiment très, très douces et je pense que c'est ce qu'on a voulu raconter à travers ces images, c'est une reconnexion à soi-même et un accompagnement du coup pour que l'autre puisse s'identifier à travers cette douceur. Et si j'écoute ce que vous dites, il y a eu aussi un effet d'équipe, de rapprochement au-delà de l'image, parce que souvent l'image, il n'y a qu'une seule personne sur les portraits. Mais quand ce que vous dites, c'est que vous étiez à chaque fois 7-8 autour du projet. On a fait beaucoup de virées à plusieurs, déjà pour faire communauté aussi entre nous dès le début, et puis pour des raisons d'orga aussi, mais ça s'est fait naturellement et c'était super sympa. C'est vrai qu'on se baladait du coup à plusieurs, tout le monde apportait ses vêtements, c'est que des vêtements personnels, tu vois, on n'a rien ramené de Paris ou quoi. Donc chacun venait avec des vêtements, on mettait tout dans les coffres de voiture, on essayait plein de trucs à plein de personnes. Et après on prenait 1-2 personnes et on allait s'isoler un petit peu. On a photographié au moyen format argentique, c'est 10 photos par pellicule, ça coûte maintenant quand même assez cher. Donc il y avait ce besoin de caler, d'isoler et de poser. C'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir des regards, des poses, des attitudes qui sont vraiment pensées avec la personne, avec nos regards aussi. Mais il y avait vraiment une minutie dans la pose et dans comment on articulait les photos. Et tu parlais de tendresse. Je crois qu'il y a 2 choses qui ressortent des photos, c'est des regards forts et appuyés, et de la tendresse, parce qu'on avait envie que ces images puissent servir de représentation. Et donc, il faut que la personne, dans une génération ou 2, elle puisse regarder ça et se dire « Ok, cette personne est en accord avec elle-même, elle me regarde, elle est fière, et en même temps, il y a de la tendresse. » Donc, il fallait aussi penser à ça à chaque fois pour que le résultat soit ça. Donc, il fallait y penser très tôt dans le process. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un héritage, puisque tu parles de génération... En gros, on s'est rendu compte quand même très vite qu'en discutant avec tout le monde, que voilà, les images de représentation manquaient et que les archives étaient très dures à trouver. Et très vite, on s'est posé la question avec Raya, déjà d'aller chercher des archives, et si elles existent, et aussi de comment penser les archives de demain, maintenant, et qu'on n'ait pas forcément à aller fouiller des vieux cartons dans les greniers dans 20 ans pour parler de cette jeunesse qui a fait tant en si peu de temps. Donc on a voulu penser les archives au présent, et donc on voit un peu nos photos comme de futures archives. On en parle dans l'épisode avec Brandon, où j'étais très ému justement de cette génération. Moi, je suis de la génération d'avant, du coup. Il y avait des endroits LGBTQIA+, j'allais dire cachés presque, mais il y en avait quand même à La Réunion, il y avait des espaces. Et justement, le fait d'avoir organisé la marche, ça a donné de la visibilité. Puis je trouve que ça a changé quelque chose, en fait, dans la communauté, mais aussi dans la société réunionnaise. Il y a quelque chose d'intéressant avec le Covid, je trouve, c'est que ça a vraiment débloqué des motivations chez beaucoup de personnes. Moi, l'idée de revenir à La Réunion, par exemple, pour voir ma famille et d'y inviter Édouard, parce que je l'avais rencontré, c'était aussi parce que c'est quelque chose de personnel. Je m'inquiétais énormément pour ma famille, pour leur santé. Et j'avais envie d'être proche d'eux pour les accompagner dans quoi que ce soit et moi-même d'être le plus proche possible de mon territoire. Donc en fait, je pense que ça a éveillé beaucoup de choses chez moi, enfin de choses personnelles. Et c'est vrai que le projet, ça a été comme aussi la marche des visibilités, comme le centre LGBT, toutes ces choses-là ont été débloquées à un certain moment, je pense, où l'urgence d'être encore plus invisibilisé, d'être encore plus inexistant aux yeux du monde, parce qu'en fait, on pouvait disparaître du jour au lendemain. Ça a débloqué, à mon avis, beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Et je l'ai ressenti, moi, professionnellement aussi à Paris, dans ma carrière à moi, mais aussi dans mes motivations personnelles. Et je pense que ça a fait ça chez beaucoup de personnes. Donc ça a débloqué beaucoup de choses. Ouais. Alors, queer et créole, identité multiple. Dans le titre même, le mot queer et créole, qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement ? Parce qu'il y a eu beaucoup de définitions, y compris à ce micro. Mais c'est quoi votre définition ? Queer, K-W-I-R. Pour moi, le créole, c'est une langue en constante évolution et qui vient des luttes. Et du coup, pour moi, se rapproprier le mot queer qui vient de l'anglais et le traduire en créole, c'est accepter l'évolution de nos existences. Et KWIR, je trouve ça assez puissant, quoi. Parce que c'est un mot qui est assez péjoratif à la base, queer, qui vient de l'anglais, et se le rapproprier comme la plupart du temps, en fait, les mots qui sont péjoratifs envers nos communautés, on en fait des forces, parce que c'est notre cette façon d'opérer pour pouvoir changer la narration.
Et est-ce que vous estimez qu'il y a une tension entre la culture réunionnaise et l'expression queer ? Est-ce que c'est une tentative de les réconcilier ? C'est quoi le message autour de ça, du coup ? Moi, je vais te parler de ce qu'on m'a dit, parce que venant de l'extérieur, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup échangé avec les jeunes ici. On a fait plein d'interviews qui étaient enregistrées, qui n'ont pas été utilisées, qui étaient juste pour moi me nourrir. Venant de l'extérieur, j'avais besoin de comprendre. Je pense qu'il y a eu une avancée, un bond, les 5-6 dernières années. Après, je pense qu'il y a le climat insulaire qui pèse sur les existences en devenir. Il y a les cultes qui sont quand même assez puissants à La Réunion et qui quand même ont tendance à enfermer ces questions-là. Comme on m'a beaucoup dit, le l'a dit l'a fait. Encore une fois, ça rejoint l'insularité, ça rejoint les cultes, enfin, tout est mêlé. Et c'est pas étonnant qu'autant de jeunes aient ressenti la nécessité, pas l'envie, la nécessité de partir d'ici pour devenir. Donc ça prouve qu'il y avait quelque chose qui bloquait, quoi. Je pense pas que la question soit totalement réglée. Elle l'est de nulle part et je crois qu'elle ne le sera vraiment jamais. Je crois que pour l'instant, on peut se réjouir de l'avancée sur les mentalités, sur la société et sur la réaction politique et médiatique aussi, parce qu'elle était quand même, moi qui ai été chercher des archives pas plus tard que 2015, 2012, au moment des débats pour le mariage pour tous. Il faut voir ce qui était dit sur les plateaux ici. Enfin, c'est... Waouh! En temps, en hexagone, ça a été violent, mais il y avait des dingueries ici aussi, quoi. Donc, réjouissons-nous, mais restons vigilants. Je pense, et je crois pas que dans toutes les familles, ce soit réglé. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais c'est une tentative de réconciliation, en tout cas de visibilité, qui semble porter ses fruits. Et c'est dans j'ai l'impression que c'est dans cette lignée que s'inscrit votre travail. Donc, clairement. Hyper positif. Raya, est-ce qu'on peut être pleinement réunionnaise et pleinement queer aujourd'hui, selon toi? Ah, mais totalement. C'est indissociable, hein. Bien sûr. Il y a de quoi être fier, surtout. Ouais. Et c'est cette fierté qu'on ressent à ce micro aujourd'hui, quand j'ai eu Brandon. Donc ça, vraiment bravo. Moi, je suis aussi très fier de porter ça avec le podcast et de le voir au fur et à mesure qui évolue, avec notamment ces nouvelles générations qui, je le dis avec mes mots, mais qui ont de moins en moins peur et qui osent de plus en plus, s'affirmer. Justement, qu'est-ce qui manque dans le récit actuel selon vous? Là, vous avez pris une place. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent à l'esprit qu'il faudrait pour nourrir l'espace médiatique d'aujourd'hui et qui devrait les porter? Je sais pas, c'est pour la question de l'espace médiatique. Je pense que ce qui manque, et on a essayé de le réparer un petit peu, nous, en dédiant une partie de l'expo parisienne et réunionnaise d'ailleurs, à des personnes plus âgées de la communauté. Erika et Logan notamment, parce que Raya, c'était des figures qu'elle connaissait enfant, qu'elles nous ont fait confiance en nous donnant leurs archives, en nous laissant les refotographier aujourd'hui. Je pense que ce qui serait intéressant, ce serait que cette nouvelle génération aille plus vers les anciennes pour essayer de comprendre comment ça s'est articulé et que le chemin qui est un peu brisé en ce moment, il soit clair entre tout le monde. Et je pense que ça préparera encore mieux les futurs projets, les futures archives. Voilà, donc il y a peut-être un lien de réparation à faire entre ces deux générations qui devraient peut-être un peu plus s'intéresser l'une à l'autre en profondeur. Après, sur le reste, je sais pas trop. Moi, je pourrais pas te dire. Commencer par la communauté pour ensuite rayonner. C'est un peu ça l'idée. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du coup de la réception de l'exposition à Paris, puisque c'est passé par Paris avant? Bah, ça a été incroyable. Déjà, récupérer le jardin du Louvre et en faire notre espace d'expression, de création, c'était fou. Je pense que c'est un espace qui a dû être construit par nos ancêtres. Du coup, aujourd'hui, pouvoir célébrer le présent dans ce jardin, c'est fou. Ça a été validé par le Louvre, ce qui est quand même pas rien. La Réunion a été validée par le plus gros musée du monde. Et du coup, c'était ouf. On a fait une performance de pole dance dans le jardin. Il y a eu du coup plein d'artistes réunionnais, réunionnaises qui sont venus. Il y en a qui ont fait le déplacement de la Réunion juste pour pouvoir admirer leurs portraits ou célébrer leurs amis. Il y a Brandon qui a fait le lip-sync de la pensée dans le jardin des Tuileries. Ouais, Brandon, Sanji était là, Gabriel était là, Roman était là. Tout le monde est là. Comment vous avez fait du coup pour... c'est quoi le chemin pour être exposé Il est long, mais quelques étapes qui vous ont marqué? Chemin est long, c'était un peu un coup de peau aussi. Parce qu'en fait, il y a le Festival Paris l'été qui nous a approchés. Et tu veux dire? Non, c'est pour rendre justice à Alban et Théo. C'est quand même eux qui ont monté ça. Je veux dire dans le jardin du Louvre. C'est Alban et Théo qui sont venus nous chercher, donc les producteurs de l'exposition. L'année dernière, il y a un an, et en juin 2024, du coup, qui nous ont proposé de monter quelque chose en partenariat avec la saison France-Brésil.
Et Alban avait déjà travaillé avec ce festival qui se passe à Paris l'été, donc plutôt à viser d'un public qui part pas trop en vacances et qui se déplace dans Paris. À chaque fois, c'est dans un endroit différent. On a commencé à travailler avec eux, ça devait être dans un vieux lycée, réaménagé en salle d'expo, etc. Donc on devait être en intérieur, on devait pouvoir choisir une scéno, etc. Et puis quand on est revenu de la Réunion en janvier, ils nous ont dit en fait notre festival va être en extérieur. Alors nous on leur a dit non, on n'a pas envie d'exposer en extérieur parce que c'est plein de contraintes, il y a plein de choses que tu peux pas faire, la lumière, enfin bref, c'est forcément imprimé sur des dibons. Ça nous plaisait pas trop comme première restitution d'être en extérieur. Et quand on a fait un rendez-vous, qui nous ont dit que c'était dans les jardins du Louvre, que ça allait être en partenariat avec le musée, que c'était les Tuileries, on a mis un petit peu d'eau dans notre vin et on s'est réadapté à ça. Donc en fait, ça a été assez vite. On a commencé à parler avec Alban et Théo en juin 2024 et tu vois, on était exposé en juillet 2025. Je sais pas si c'est parce que ça m'intéressait particulièrement, mais j'ai l'impression que tout le monde en a parlé. En tout cas, qu'il y a eu un vrai retentissement ici, parce que moi j'étais déjà ici, mais aussi en Hexagone où il y a eu un vrai truc autour de l'exposition, quoi. Vous êtes satisfait du coup de ça ? De ouf, ouais. La satisfaction est présente. Enfin, les articles ont été ultra positifs et c'est extrêmement important pour l'histoire de l'île. Donc, encore une fois, plus on a d'articles, plus ils sont positifs par rapport à l'exposition, plus on avance. Ouais, c'est vraiment une belle représentation. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a peu de représentations ou d'histoires qui arrivent de la Réunion jusqu'en Hexagone. Tu vois, quand ça pète, ça marche. Est-ce que vous pouvez me rappeler, du coup, les dates de l'expo ici à La Réunion ? Date et lieu. C'est du 3 septembre au 11 octobre au FRAC Réunion qui se trouve à Saint-Leu. Parfait. Alors, maintenant, on passe à une partie que j'attendais, parce que je voulais avoir Raya. Au-delà de cette exposition, ça fait longtemps que je voulais avoir Raya. Je t'appelle ambassadrice à chaque fois, parce que c'est le sentiment que j'ai à chaque fois que... C'est drôle, toi. C'est ce que je ressens vraiment. Tu es ambassadrice de La Réunion, parce que tu parles de La Réunion quasi à chaque interview. Ouais, et c'est pas le cas de tous ceux qui ont une notoriété et qui sont réunionnais. Donc c'est dans ce côté-là que je te trouve ambassadrice. Il y a vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué en voyageant, c'est que les gens ne savent pas où c'est La Réunion. Et moi, ça m'a toujours, je pense, réveillé beaucoup de choses en moi, beaucoup de motivation que de célébrer mon île à travers mon récit. Du coup, je me présente toujours en expliquant clairement d'où je viens et où est La Réunion, quoi. C'est extrêmement important. La placer sur la carte. Ouais. Trop bien. En fait, j'ai grandi en ayant une prof d'histoire géo et sur la carte qu'elle nous montrait régulièrement, il n'y avait pas La Réunion. Et je crois que ça m'a vraiment enragé. Et du coup, ça m'a donné beaucoup de motivation à me faire connaître d'une certaine façon, mais pas faire connaître personnellement uniquement, mais faire connaître mon histoire et à travers mon histoire, celle de La Réunion. Ambassadrice, c'est ce que je disais. Exactement. Bon, pour le coup. Petit discours Miss France, là. Allez. Et du coup, comment tu as démarré ta carrière et quand ? Je dirais que ma carrière de mannequin, en tout cas, j'ai commencé à faire des photos à l'âge de 16 ans. Et ma carrière de mannequin, non. En fait, j'ai utilisé un appareil photo en étant ici. Je photographiais mes copines, je faisais quelques photos où effectivement, oui, je me photographiais aussi souvent. Donc, c'était quelque chose qu'on jouait un peu avec des appareils photo en étant ici. Donc, c'est vrai que je prenais des photos de moi, je prenais des photos de mes copines et tout. Et du coup, j'essayais de développer quelque chose, voilà, d'assez mignon. J'essaie de développer des choses en étant ici. Et c'est vrai que la photographie, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait bien, quoi. En arrivant à Paris, j'ai dû un peu abandonner tout ça parce que j'ai un diplôme de coiffure. T'es allé à Paris pour le mannequinat ou pour coiffer au début ? J'ai mon CAP coiffure, donc pour moi, c'était un peu l'excuse de pouvoir partir habiter à Paris et pouvoir travailler et pouvoir gagner mon propre argent. Et dans ma tête, j'avais toujours les rêves de Jean-Paul Gaultier, de Mugler, de Thierry Mugler, de tout ça. Et c'est vrai que je suis allé chercher ça au fur et à mesure, quoi. Mais c'est plutôt eux qui sont venus à moi. Donc c'est quoi le premier ? T'as pris un agent ? La première étape ? Aucune agence voulait de moi à Paris. J'étais un peu une freak, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas assez féminine pour être considérée comme une femme dans les catégories de femmes et pas assez masculine pour être considérée comme un homme dans les catégories masculines. Et du coup, j'étais plutôt androgyne. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était pas encore extrêmement compris. C'était quelque chose qui était un peu cool, mais c'était toujours des modèles de représentation. C'était des garçons blonds aux yeux bleus avec les cheveux très longs. Et du coup, c'était ça qui était cool dans la mode. C'était qu'une personne puisse être comme une page un peu vierge et sans avoir de genre et de pouvoir jouer avec cette personne. Parce que savoir que le mannequinat, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est la projection d'un artiste, d'un designer sur
sur une personne. Donc tu deviens un peu sa chose au bout d'un moment. Sur un corps, Et un ça objet, peut quoi. être, oui, c'est ça. Ça peut être un mannequin, quoi. Donc ça peut être extrêmement valorisant. Mais dans la globalité, il y a souvent quelque chose assez, je trouve, qui est déshumaniste parfois. Donc c'est vrai qu'il y a souvent ce rapport aux blondes aux yeux bleus, et parce qu'en fait, tu peux les maquiller comme tu veux, tu peux les habiller comme tu veux, et si elles sont très très minces, encore mieux. Parce que du coup, elles vont pouvoir incarner le vêtement, vu qu'elles disparaissent sous ce vêtement. Alors que quand t'es brune, très très grande, et que on sait pas d'où tu viens parce que t'es typée, mais on n'arrive pas à te définir, c'est plus compliqué, je trouve, de réussir dans cette industrie. C'est possible. La J'en preuve. suis la preuve, mais il faut Plus dur. vraiment être déterminé et être au bon endroit au bon moment et rien lâcher pendant très longtemps. C'est quoi le contrat qui a fait la différence? Le premier qui t'a fait confiance? Le dernier Ou la défilé de première? Jean-Paul Gaultier. Donc j'étais donc l'une des dernières muses de Jean-Paul Gaultier avant qu'il parte de la maison de Jean-Paul Gaultier. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré grâce à Tanel, qui est sa muse, qui est du coup ce garçon qui porte des chaussures à talons depuis très très longtemps dans ses défilés, qui a toujours été sa muse, qui est dans beaucoup de ses campagnes. Et Tanel a été aussi son assistant et me suivait sur Instagram. On se parlait de temps en temps parce que j'avais quand même une énorme culture de la mode avant d'arriver à Paris. C'est vrai que je me renseignais beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y avait Skyblog à l'époque, il y avait Tumblr, et j'ouvrais aussi pas mal de magazines de mode. Donc j'avais vraiment une connaissance de qui était qui, de quelle maison avec qui je voulais travailler, quels étaient mes rêves. Non seulement Andrea Peggi qui a du coup fermé le défilé de Jean-Paul Gaultier en robe de mariée. Je me souviens, j'avais montré à ma mère dans un magazine, ma mère qui est derrière justement. Coucou Julie. Bonjour Gilberte. Et du coup, je lui avais montré dans le magazine l'image de Andrea Peggi et je lui avais dit, maman, je crois que je suis comme elle. Et elle m'avait dit, j'ai un peu ému. Elle m'avait dit, ah bon, comment ça? Je lui ai dit, bah moi aussi, je rêve de défiler pour Jean-Paul Gaultier et j'ai envie d'être comme elle. Et du coup, ça a débloqué pas mal de choses en moi. Du coup, en arrivant à Paris, ça n'a pas été tout facile au début parce qu'effectivement, quand j'avais l'âge de 19 ans, j'étais passé devant la maison de Jean-Paul Gaultier. Parce qu'il a une maison, du coup, c'est un bâtiment entier qui sont les headquarters de Jean-Paul Gaultier où toute la magie s'opère. Arrêt Tous ces métier. défilés sont là-dedans, etc. Oui, exactement. Et j'étais passé devant et il y avait une longue file d'attente de mannequins. Et je me suis dit, bon, c'est le moment, je vais essayer de tenter ma chance. Donc je me suis mise dans la file d'attente, j'ai attendu mon tour. Et je suis arrivé à l'accueil et la dame de l'accueil, elle m'a dit, mais vous prenez pour qui? Tout le monde a un rendez-vous ici, vous n'avez pas d'agence, trouvez-vous une agence et dégagez. Du coup, je suis sorti, j'ai versé ma larme, mais ça m'a pas empêché. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais y arriver un jour, je m'en fous. Et donc après qu'elle m'ait dit ça, j'ai essayé de trouver des agences et aucune agence ne voulait de moi. Et je savais que j'avais ma place dans cette maison. Je savais que cet endroit était fait pour moi, que ce bâtiment, j'allais pouvoir y vivre plein de choses. Et quelques années plus tard, donc Tanel qui me contacte, il me dit c'est le dernier show de Jean-Paul Gaultier et il y a un casting ouvert. Donc on aimerait te voir, Jean-Paul rêverait de te voir. Du coup, j'y arrive, Jean-Paul qui m'accueille comme si que tout était évident depuis le début. Et Génial. comme si que tout était Génial. évident et mon look il était déjà choisi, donc en fait c'était un look de guerrière en plus, donc en jean et en métal et comme une armure de protection, et du coup j'incarnais vraiment la guerrière de Jean-Paul Gaultier, donc l'Amazone, la warrior, celle qui lâche rien. Donc, Et la maison de ton rêve ouais. a lancé ta carrière finalement. Exactement, je me suis retrouvé à du coup fermer son chapitre à Jean-Paul et commencer le mien. C'est une belle histoire, c'est C'est génial. En fait, il y a toujours des choses de Jean-Paul Gaultier, mais en fait, c'est un designer qui est invité par saison, mais c'est pas Jean-Paul Gaultier. Bah oui, bien sûr, bien C'est sûr. pas ses choix à lui. Hmm. Il est là pour acquiescer un peu, mais je veux dire, les muses, etc., c'est plus son choix à lui. Donc, moi, j'étais ses derniers choix. Et ça fait extrêmement plaisir, ça valide énormément, parce que ça sera plus jamais comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu l'habitude de voir des personnes qui m'ont dit non. Avant que ma carrière commence, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, même dans les agences de mannequins. Il y avait des agents qui me disaient bah, non, on va pas te prendre, non. Enfin, parce qu'en fait, à cette époque, ils n'étaient pas prêts ou ils n'étaient pas assez éduqués à beaucoup de choses. Et moi, j'étais juste là pour donner des coups de pied aux portes et pour les enfoncer carrément et leur rappeler que des personnes comme moi allaient être justement les modèles de demain. Et c'est vrai qu'ils avaient peut-être pas la vision encore, donc je suis très contente de leur avoir fait changer d'avis aussi sur la route, parce que c'est des personnes que je recroise. Beaucoup de personnes qui m'ont dit non dans le passé, je les recroise aujourd'hui, et en fait ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, parce qu'ils se disent ouais, mais j'avais pas la vision, effectivement, et je suis fier de toi, et bravo. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu une fierté pour moi de me dire que j'ai réussi à faire évoluer leur propre
leur prisme propre de vision, pensée. c'est ça. Ils ont avancé avec leur temps aussi, donc Donc on peut c'est une être revanche. trop brune, trop grande, trop masculine. On peut être tout ça, ouais. On peut et y incarner arriver, tout ça. Et arriver de trop loin, parce que Ouais, t'arrives arriver de très 11 000 loin. km, donc Exactement. il fallait le faire. C'est exactement ça. On peut être tout ça. Et du coup, alors moi le premier, je te dis que tu es représentante, ambassadrice. Est-ce que c'est parfois un poids parce que je te vois aussi comme une figure militante sur certains aspects. Est-ce que c'est un poids parfois? C'est intéressant de parler de ça. C'est vrai que je prends de plus en plus la parole, mais c'est pas un exercice qui est assez simple pour moi. Je suis souvent un peu mal à l'aise devant un micro, mais on est là aujourd'hui, donc faisons ça. Et ça se passe très je bien. me sens très bien avec toi, du coup tant mieux. Mais pour moi, ça vient en faisant, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles être militante. Je suis militante de plein de façons. En fait, tu peux être militante de plein de façons. Et ma vie est politique. Mon quotidien est lourd à mener parfois. Et du coup, c'est vrai que prendre la parole sur des sujets qui me concernent, ça m'émeut énormément. Et des fois, j'ai pas forcément la force de pouvoir trouver les mots pour alors faire des choses pour mes sœurs, faire des choses pour ma communauté. J'y arrive souvent. Et je trouve que il y a plein d'autres façons de militer à travers plein de prismes différents. Et c'est vrai que les mots ou qu'est-ce que tu voulais dire, mon amour? Non, moi je voulais dire qu'effectivement Raya est ambassadrice et ce qui est un peu cruel des fois, c'est que je crois que c'est plus facile d'être ambassadrice à l'extérieur que de se présenter ici. Complètement. Et en repensant à notre discussion là hors micro tout à l'heure, tu te rappelles quand on a fait en 2023 le plateau de Réunion Première, je crois que les réactions les plus violentes à une prise de parole de Raya, c'était dans les commentaires de la prise de parole qu'elle a fait sur Lille, en parlant de Lille pour les gens de Lille. Et que c'est peut-être... Ouais, c'est cruel en fait des fois d'être une bonne ambassadrice à l'extérieur. Enfin, on dit nul n'est prophète en son pays quelque part. Oui. Et voilà, je repensais à ça en fait, que le travail d'ambassadrice, il est pour l'extérieur quelque part, et que les gens d'ici ou d'ailleurs, hein, je crois que c'est vrai partout, c'est parfois là où tu retrouves le moins de... Mais c'est pour ça que je suis hyper fier, moi, de t'avoir au micro, parce que j'ai aussi le sentiment que, bien sûr, t'es connu à La Réunion, mais pas, j'allais dire pas à la hauteur de ce que t'es connu. Enfin, t'es vraiment une mannequin de premier rang dans le monde entier. T'as défilé pour les plus grands, t'as fait des photos sur tous les plus grands magazines du monde. Et pourtant, t'as certains médias qu'on ne citera pas ici à La Réunion, mais qui ne t'invitent pas à chaque fois que tu viens à La Réunion. Et je serais ravi de l'avoir à mon micro. Mais alors qu'à chaque fois que Manu Payet vient à La Réunion, il passe au micro de Bien toutes sûr. les télés. Quoi. En réalité, je pense que c'est une question de volonté aussi de ma part. Et aujourd'hui, peut-être qu'après, justement, avoir mis sur le territoire le projet Queer Nous Existe, en fait, je voulais pas venir ici pour parler de moi. J'avais pas envie de ça. Et ce que j'ai dit aussi à des personnes qu'on a photographiées qui me connaissaient pas, donc de la communauté, et elles m'ont dit, mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de toi ? Pourquoi tu vas pas sur des plateaux télé? Et je leur ai dit parce que j'ai pas envie d'aller sur un plateau télé et de parler de moi. J'ai pas envie juste de faire ma promotion. Effectivement, ça peut aider beaucoup de personnes à s'affranchir, à s'affirmer, etc. Mais j'avais envie de venir avec quelque chose de plus généreux que moi-même. Ça m'intéresse pas personnellement de parler que de moi. J'ai besoin d'ouvrir tout ça pour que les gens puissent s'identifier à beaucoup plus de choses que seulement moi-même, parce que je suis un peu un extraterrestre dans ce monde en réalité. Je mesure 2 mètres. En fait, s'identifier à moi, c'est aussi, je suis très jolie. S'identifier à moi aussi, c'est limitant parfois, parce que je trouve que c'est pas, ça peut pas toucher tout le monde. Et moi, j'ai envie de toucher tout le monde. J'ai envie que les personnes puissent s'identifier de façon multiple. La diversité de La Réunion qu'on retrouve du coup dans l'exposition, et donc c'était le bon projet pour aider à mettre en avant au-delà de ta propre personne. J'ai envie que ça soit plus ouvert. Ouais, juste depuis le début, j'ai toujours eu envie de ça. Et même dans mon travail, j'ai envie que les choses restent relativement subtiles et toujours un message pluriel, et n'est pas seulement un truc d'ego où j'ai fait ça ou ceci. Il y a toujours un texte qui accompagne mon travail, il y a toujours quelque chose qui est explicatif de comment j'en suis arrivé là et pourquoi j'ai droit à ça aujourd'hui. Et tout a été une question de se battre, ouais, à chaque fois. Des discussions ouvertes, des coups de gueule parfois. Et j'avoue, j'ai de la chance, tous les coups de gueule que j'ai pu passer m'ont assez mené vers quelque chose de positif. Ils t'ont servi plutôt que desservi. Exactement. C'est une chance. Enfin, c'est une chance. C'est toi qui as créé ta chance, encore une fois. Je pense que c'est la façon dont on le met sur la table, quand on ouvre la conversation. Il y a aussi un moment pour tout. Il y a des mots à choisir. Et peut-être j'ai cette intelligence dans le cadre professionnel. Mais c'est vrai qu'il faut se battre, parce que sinon quelqu'un prend ta place. Ouais. Et c'est une industrie qui est très, très, très violente. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est... Après, moi, aujourd'hui, j'ai des relations qui sont fidèles. J'ai des personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai construit des relations d'amitié et en qui j'ai confiance.
C'est assez rare aussi, ça. C'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de temps dans une carrière. Parce qu'au début, tu comprends pas forcément comment ça fonctionne. Tu gardes tes distances pour Ouais, et puis pas t'as pas envie souffrir. t'as pas envie de perdre des contrats, donc j'imagine Il y a qu'au ça. début, tu peux pas imposer Tu te tais autant que quand beaucoup. t'as. Bah oui. Tu te tais beaucoup et surtout, tu souffres beaucoup de plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent sur ta route, qui te remettent beaucoup en question sur ton physique, sur tes capacités, sur ta confiance en toi. Il y a beaucoup de violence quand même qui rentre en toi parce qu'on te dit souvent non pour beaucoup de choses et c'est souvent basé sur ton physique. Des fois, on ne te regarde même pas alors que tu es arrivé avec toute la volonté nécessaire, le plus grand sourire, la plus belle énergie que tu avais. Et c'est vrai que des fois, ça te casse régulièrement et c'est un truc que tu apprends. Alors, soit tu as la force de pouvoir dépasser ça, soit tu souffres de ça. Et j'ai fait les deux. J'ai souffert de ça à certains moments, puis ensuite, je l'ai dépassé. J'ai compris comment jouer avec ça, comment dépasser ça. Mais c'est vrai que c'est une industrie qui te remet en question en permanence et il faut avoir une capacité de renouvellement qui est assez folle. Bah, surtout quand ton image c'est ton taf, donc quelque Ouais. part, je l'imagine même pas, ça doit être difficile Et qu'en plus, de- c'est une personne trans dans une industrie qui du coup, où on n'a pas toute notre place, clairement. Il y en a plus que quand t'es arrivé. Énormément, ouais. Il y en Ok. a plus, ouais. Il y en a plus et il y en a, c'est des supermodels of the world. Genre, on a Alex Rosani, par exemple, il y a Colin the Doll, il y a Cole the Doll, il y a plein de personnes comme ça maintenant qui représentent clairement une réussite pour la communauté trans dans cette industrie. Ce qui n'était pas le cas au début, c'est ouf. Ouais, et je pense que j'ai été, sans vouloir... Il y en a une avant moi, bien sûr, mais au moment donné Qui, où il y a eu du coup il y a eu par exemple... il y a eu Teddy Quinlivan. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont ouvert la porte avant moi, notamment beaucoup de femmes trans noires. Ok. Et du coup, ça, c'est extrêmement important de le notifier. Et moi, en fait, je pense que je suis arrivé à un moment donné où, justement, l'industrie était un peu retournée en arrière. C'est-à-dire que ces personnes qui réussissaient, elles étaient muses de quelques designers, donc Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, etc. Mais ça restait très niche, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas vivre de ça. Ouais, il y avait quand même le côté Ah, outsider de certains qui misaient là-dessus parce que ils étaient en dehors des Parce qu'ils étaient en dehors des normes cases, aussi. en Ok. dehors des normes, et qu'ils avaient du respect et ils avaient une intelligence à nos êtres, à nos existences. Par contre, tu gagnais pas ta vie de Ok. ça. Elles gagnaient pas leur vie de ça, elles travaillaient en club, elles faisaient énormément de choses et c'est ça aussi qui leur donnait cette aura remarquable. Mais c'est vrai que je pense que je fais partie de la première génération des femmes trans qui gagnent leur vie de ça. Dans la mode, dans l'industrie. Et du coup, qui veut dire gagne leur vie de ça, dit que, par exemple, j'en ai fait virer des boîtes de production parce qu'on me mégenrait. J'ai fait virer un set designer une fois parce qu'il mégenrait sur une campagne Jean-Paul Gaultier. Il s'est fait jarter du set. Mais en fait, tu subis de la violence au sein du travail quand même, en permanence. Même mes agents me mégenraient à un moment donné. Il fallait que j'ai Juste des pour conversations. nos auditeurs qui n'ont pas forcément les Ouais. termes, c'est-à-dire quoi, mégenrer? Mégenrer, ça veut dire que tu ne genres pas la personne de la bonne façon. C'est-à-dire que tu vas m'appeler il de façon... Et ça t'arrive encore après toutes ces années? Ça m'arrive encore, même aujourd'hui. Ça Ok. m'arrive au quotidien. Ok. Mais ce que j'ai réussi à faire, ça m'arrive au quotidien quand je vais à la boulangerie, ça m'arrive au quotidien en permanence. Edouard peut le confirmer, c'est vraiment dans notre vie de couple. Il s'est rendu compte, il pensait que ça allait être plus simple au début, dans le sens où vivre avec moi, il s'est rendu compte que la société est extrêmement violente envers moi. Beaucoup plus violente que ce qu'on qu'on peut lit dans les imaginer. magazines Ok. encore. Hmm. Même si tu sais que nos espérances de vie, elles sont vachement diminuées, mais tu te rends pas compte de l'impact quotidien de la violence de la société envers nous. Donc il y a encore des combats à mener, c'est ce que tu dis Il y a aussi. encore quoi. énormément de combats à mener. Tous les combats sont à mener. Tous les combats sont à mener. Et dans l'industrie, c'est pour ça que j'adore travailler dans l'industrie de la mode. J'adore travailler parce que c'est un endroit où j'ai pu construire quelque chose de safe. J'ai pu me construire une bulle dans laquelle, si tu me manques de respect, j'ai du pouvoir sur toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas me manquer de respect, tu ne dois pas me mégenrer, tu ne dois pas mal me traiter, tu ne dois pas rire à mon visage parce que je te dérange dans cet espace, parce qu'en fait, je suis au-dessus de toi. Et ça, c'est très rare. C'est-à-dire que ces positions-là, pour des personnes trans, n'existaient pas avant. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui m'ont ri au visage sans que je puisse dire quoi que ce soit, le nombre de personnes qui m'ont mégenré sans que je puisse dire quoi que ce soit, avant que le twist soit fait et qu'aujourd'hui, du coup, la nouvelle génération qui ont 21 ans aujourd'hui, qui sont des femmes trans qui réussissent énormément dans l'industrie de la mode, Elles aient plus de chemin à elles faire, aient en tout cas, plus ça du soit tout plus de chemin facile. à faire. Parce que le nombre de coiffeurs, même gays, tu vois, qui me coiffaient et qui me mégenraient, c'est quand même fou. Je trouve qu'à l'intérieur même de la communauté, dans une industrie qui se dit en progression, il y ait encore tout ça et que ça soit normal. Et du coup, on s'est vraiment battu, je trouve, avec quelques amis à moi, pour en tout cas à Paris, et ça c'est
ça s'est développé à l'international, que tout ça puisse changer. Et ça, je pense que clairement, on a été très, très importante pour ce changement et cette compréhension. Et du coup, cet empowerment, est-ce qu'il y a un message que tu pourrais adresser à la jeunesse queer de La Réunion ? Encore une fois, je sais que c'est lourd de mettre sur tes épaules ce côté représentante, mais tu l'assumes bien. Donc, est-ce qu'il y a un message que tu pourrais passer, soit via l'exposition, soit de façon plus générale ? J'aimerais dire qu'on a une richesse folle ici, on a une connexion à la nature, à la terre, et c'est quelque chose qui restera toujours en nous. On a une connexion à l'ancestralité et à la spiritualité, je trouve, qui est extrêmement présente, et je trouve que c'est quelque chose qui guide énormément, peu importe si on a décidé de voyager dans le monde, d'aller dans des grandes villes, peu importe les personnes un peu mauvaises qu'on va croiser sur nos chemins. Je pense qu'on a une capacité, une force à se relever de certaines épreuves, et c'est quelque chose qu'on doit garder en nous et qu'on doit connecter. Et on est extrêmement connecté, comme je disais, à la terre. C'est quelque chose qui nous quittera jamais. Donc, faut pas hésiter à aller chercher justement ces besoins de nature, de tout ça, pour pouvoir trouver la force, pour pouvoir enclencher toutes les épreuves nécessaires, que ce soit professionnel, familial, amoureux. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est en nous, je trouve. On a une force et une détermination qui est présente. Et le territoire, il écrase parfois ça. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas rêver en petit parce qu'on vient d'une petite île et il faut rêver en grand. Et pour ça, il faut faire les choses en grand. Et ça ne veut pas dire plus de moyens forcément des fois. Ça veut dire juste ouvrir son esprit de façon plus grande. Et il y a énormément de choses qui sont présentes sur le territoire et on peut se ressourcer facilement. Donc en tout cas, pour les personnes qui sont à La Réunion et qui rêvent aussi d'aller ailleurs, il faut qu'elles partent ailleurs. Il ne faut pas qu'elles hésitent à partir, qu'elles découvrir le monde et s'enrichir de plein d'expériences. Je pense que c'est extrêmement important de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et de partager la nôtre surtout, parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et les gens sont envieux. Du coup, il faut leur donner, un peu de La Réunion quand on passe. Il faut leur donner un petit peu de La Réunion. Ouais. Parfait, je te remercie. Je vais terminer sur 4 questions. C'est quoi la suite de l'exposition, du coup, après ce passage à La Réunion ? Est-ce que vous avez déjà la prochaine étape ? Ouais, on va, à partir du 9 octobre, on expose à Rio. Et ensuite, on va à Sao Paulo, dans le cadre des échanges, donc, je disais tout à l'heure, France-Brésil. À notre vernissage à Saint-Leu, on a fait venir une artiste et un producteur brésilien, Renata Carvalho, qui a participé à une table ronde sur la question des queers du Sud. Qu'est-ce qui relie des jeunes queers de La Réunion et du Brésil ? Les deux pays ont une histoire commune, même si elle peut paraître éloignée, esclavagisme, colonialisme, multiculturalisme, plein de mots en isme. Et du coup, c'était intéressant de questionner ça, et on a super hâte d'emmener ce projet et de faire découvrir cette jeunesse, la richesse de cette île, de ces paysages, de ces vécus, de cette créolité avec les Brésiliens. Et les premiers retours qu'on a, c'est qu'ils sont super curieux, ils comprennent pas cette île à côté de Madagascar, qui ressemble plus au Brésil, mais qui est française. On a tous des têtes de Brésiliens. Mais oui, de ouf. C'est exactement toi, t'as ça. totalement une tête de Brésilien. Et donc voilà, on a super hâte de faire ces 2 dates, en tout cas pour pousser le projet jusqu'à là-bas. Ouais. Magique, de l'autre côté de l'Atlantique. Fin d'année au Brésil. Bravo. Voilà. 3 questions de fin pour toi, Raya. Une expression créole qui te touche particulièrement. Une expression créole qui me touche particulièrement. Qu'est-ce que tu dirais, maman, toi, comme petite expression créole que t'aimes bien ? Je suis pas là que ça. Allez, pas avec ça. C'est bien ça. J'aime bien. C'est bien ça, pas faire attention à ce qu'on dit. Mais pas avec voilà. ça, moi. Voilà, avancer vers soi-même. Ouais. Exactement. Moi, l'autre qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu m'as raconté cette histoire, c'est Tiachi Coupe Gros Bois, quoi. Ah ouais. Donc, t'arrives à Paris avec ton diplôme de Exactement. coiffure. Exactement. Tu vois Mon sac à la dos. maison Jean-Paul Gaultier, tu te dis un jour j'y serai. Ouais. Et à force de contact, Ouais, de tu y es. Et tu deviens la muse de Jean-Paul Gaultier. Incroyable comme Et j'y histoire. suis encore des années plus tard. C'est fou, ça fait 5 ans que je travaille avec eux et ça ne fait qu'évoluer de façon positive. Du coup, c'est fou. Je suis resté. Ils ont d'ailleurs Ça prouve que Ouais. tes compétences aussi. C'était Exactement. pas juste un one-shot. et c'est important de le répéter ici, mais la maison Jean-Paul Gaultier, pas en son nom, mais la marque, est sponsor du projet. Et on n'aurait pas pu monter l'exposition à La Réunion si on n'avait pas eu le soutien, sans aucune contrepartie,
de la Gaultier. maison Jean-Paul Gaultier. Donc ils sont mécènes. Ils Ouais. sont mécènes, purement mécènes. Et ce qui est important de dire, c'est qu'ils l'ont fait pour l'histoire qu'ils ont avec Raya, mais aussi parce qu'ils ont été touchés. Et c'est leur cœur de combat. C'est des gens qui sont quand même militants tout en vendant des parfums, ce qui est assez rare dans le milieu. Ouais. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont cru à la qualité artistique de Raya, la qualité artistique du projet, mais surtout sur la nécessité de monter un projet comme ça. Donc ils l'ont fait aussi et vachement pour la jeunesse réunionnaise. Ouais. Et profitons-en pour les saluer. Profitons-en pour faire les choses en grand ici et les aussi, saluer. Alors, on a parlé de beaucoup de personnes dont on était fan autour de cette table. Oula. Est-ce qu'il y a D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne réunionnaise que vous admirez, qu'on devrait découvrir et que je devrais inviter à mon micro? On va parler de Sanji. Sanji, C'est le prochain, donc on l'aura bientôt à Ah notre ouais, micro. Sanji, on peut parler de Sanji un petit peu. Hein. Sanji qui est une personne qui nous a beaucoup guidés pendant toute la procédure du projet, qui nous a reconnectés à la nature comme il se doit, qui m'a fait aimer mon île 1000 fois plus que ce que j'aimais déjà. Et Sanji qui fait du bien à l'île, Ouais. qui est une personne extrêmement inspirante et créative. Le projet lui doit beaucoup. Il nous a montré des décors, il nous a fait rencontrer des gens, il nous a prêté son jardin. Donc le projet lui doit beaucoup. Il a fait une superbe scénographie sur l'expo qu'il y a au FRAC, justement. En y mettant beaucoup de sens, en nous proposant plein de choses. Et je trouve que son travail sur l'expo à La Réunion enrichit vachement le nôtre. Et on a eu la chance de le faire venir avec nous à Paris pour participer au talk. Fallait voir les 300 Parisiens qu'il y avait devant lui. C'était un gourou, quoi, je te jure. Il était applaudissaient. messianique. À chaque fois qu'il parlait, les gens étaient là. Ouais. Mais c'est un teaser parfait pour le prochain épisode. Franchement, Ouais, et trop allez bien. écouter le prochain Parfait. épisode. Et enfin, un conseil que vous aimeriez donner à celles et ceux qui n'osent pas encore exister tels qu'ils sont ou tels qu'elles sont. Un conseil, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que Voir grand, c'est toujours très je trouve compliqué. ça bien. Voir grand, Ouais, c'est tout un bon simplement, conseil, hein. ouais. C'est un conseil parfait pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui Rêver, nous écoutent. Quoi. Ouais, Rêver grand. comme je disais tout à l'heure, rêver grand. Et s'ouvrir pour pouvoir rêver plus grand. Et rêver plus grand pour soi-même. C'est important. Et pas pour les autres. Un grand merci à vous deux Merci à toi, d'être vraiment. venus à mon micro et d'avoir pris le temps de nous raconter toutes ces belles histoires. Et on sera ravis de découvrir l'exposition au FRAC à Saint-Leu. Trop bien. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Let's go. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!